la fin des années 50, l'Europe veut croire à une chose plus que tout, la sécurité du progrès. Les médicaments modernes deviennent le symbole d'un avenir maîtrisé. Les laboratoires promettent le confort, la science rassure, les médecins font confiance. Dans ce climat d'optimisme, un nouveau médicament apparaît. Son nom, thalidomide. Présenté comme un simple sédatif, il est vendu comme inoffensif. On le recommande pour calmer l'anxiété, favoriser le sommeil, soulager les nausées. Très vite, il est prescrit aux femmes enceintes. Un détail essentiel, pourtant, manque encore. Aucune étude sérieuse n'a été menée sur les effets du produit pendant la grossesse. À cette époque, les règles sont souples, les tests cliniques sont limités, les autorités sanitaires accordent leur confiance aux fabricants. Et les fabricants, eux, veulent aller vite. Le médicament se vend bien, très bien. Il devient populaire dans plusieurs pays européens en quelques mois seulement. Pourtant, dès les premières années, des signaux apparaissent, discrets, dérangeants. Des médecins observent des anomalies inhabituelles chez les nouveau-nés, des malformations rares, jamais vues auparavant. Les cas sont isolés, dispersés, difficiles à relier entre eux. Mais ils existent. Certains professionnels de santé commencent à poser des questions. Ils écrivent, ils signalent, ils doutent. Mais leurs inquiétudes se heurtent à un mur invisible, celui de la normalité apparente. Le médicament est déjà sur le marché, il est déjà prescrit. Le remettre en cause serait admettre une erreur grave. Les autorités temporisent, les laboratoires rassurent. On parle de coïncidences, de causes inconnues, de statistiques insuffisantes. Pendant ce temps, le médicament continue d'être distribué, jour après jour, prescription après prescription. Ce qui rend cette histoire troublante, ce n'est pas l'absence totale d'alerte. C'est leur lenteur à être prise au sérieux. Car le problème n'est pas encore identifié comme une catastrophe. Il est traité comme un doute parmi d'autres. Un doute que l'on peut se permettre d'ignorer. À ce stade, personne ne parle encore de scandale. Personne n'imagine l'ampleur de ce qui est en train de se produire. Mais les premiers éléments sont déjà là. Les indices sont posés. Et chaque jour qui passe rend la situation plus difficile à corriger. La tragédie ne commence pas par une décision brutale. Elle commence par une confiance excessive. Et par un refus discret d'écouter les signaux faibles. Au fil des mois, les signaux d'alerte deviennent plus difficiles à ignorer. Les cas ne sont plus isolés. Dans plusieurs hôpitaux, des médecins observent des malformations similaires chez des nouveau-nés dont les mères ont pourtant suivi des grossesses normales. Les dossiers commencent à se ressembler. Trop pour que le hasard suffise à l'expliquer. Certains praticiens décident alors d'aller plus loin. Ils comparent les traitements prescrits, ils cherchent un point commun. Et un nom revient, encore et encore. Thalidomide, le médicament présenté comme sûr, doux, presque banal. Celui que l'on donnait sans hésitation aux femmes enceintes. Les premières hypothèses sont prudentes. On parle de corrélation possible. On évoque la nécessité d'études complémentaires. Personne ne veut affirmer trop vite une responsabilité directe, car une telle affirmation aurait des conséquences immenses. Elle remettrait en cause non seulement un produit, mais tout un système de confiance. Les alertes commencent pourtant à remonter. Des lettres sont envoyées aux autorités sanitaires. Des rapports médicaux circulent discrètement. Certains chercheurs publient des observations inquiétantes. Le lien entre le médicament et les malformations devient de plus en plus crédible, mais il reste officiellement non prouvé. Du côté des laboratoires, la réaction est mesurée. On promet des vérifications. On assure que les procédures ont été respectées. On insiste sur le fait que le médicament a été autorisé légalement. Reconnaître un danger à ce stade signifierait admettre une faute grave, aux conséquences juridiques et financières considérables. Les autorités, elles, hésitent. Interdire trop vite serait créer une panique injustifiée, pense-t-elle. Attendre permettrait de confirmer les données. Cette attente est présentée comme raisonnable, scientifique, responsable. Mais pendant ce temps, le médicament continue d'être prescrit. Chaque jour qui passe ajoute de nouveaux cas. Chaque prescription supplémentaire augmente le nombre de familles touchées. Pourtant, la machine administrative avance lentement. Les procédures exigent des preuves définitives. Et la preuve définitive, elle, arrive toujours trop tard. Ce qui se joue ici n'est plus une simple erreur médicale. C'est un conflit entre prudence scientifique et responsabilité morale. Faut-il attendre une certitude absolue quand le doute est déjà lourd de conséquences humaines? Ou faut-il agir au risque de se tromper? Dans cette affaire, le choix est fait. On attend, on temporise, on retarde,
non par ignorance, mais par crainte des répercussions, et ce choix transforme un risque potentiel en tragédie réelle. À ce stade, le scandale est encore évitable, mais chaque jour d'inaction le rend plus profond, plus large, et bientôt impossible à contenir. Avec le temps, le doute n'est plus réservé à quelques médecins isolés. Il s'étend, il circule, il prend forme. Dans plusieurs pays, les mêmes observations reviennent, les mêmes malformations, les mêmes profils de mères, les mêmes prescriptions avant la naissance. Le lien devient difficile à ignorer. Trop d'éléments se ressemblent, trop de coïncidences s'accumulent. Certains médecins n'emploient plus le mot hasard. Ils parlent désormais de responsabilité possible, une expression prudente mais lourde de sens. Les autorités sanitaires reçoivent de plus en plus de courriers. Les échanges se multiplient, les discussions deviennent tendues. On ne parle plus d'un cas isolé, mais d'un phénomène inquiétant. Pourtant, aucune décision claire n'est prise. Chaque institution attend que l'autre agisse en premier. Du côté des fabricants, le discours reste rassurant. On insiste sur l'absence de preuves définitives. On rappelle que le médicament est utilisé depuis des années. On évoque le calme, la patience, la nécessité d'observer encore. Cette stratégie gagne du temps. Mais ce temps a un coût humain. Pendant que les débats se prolongent, les prescriptions continuent. Des femmes enceintes reçoivent toujours le médicament, sans être informées du moindre doute. Elles font confiance, comme on leur a appris à le faire. Et cette confiance devient un piège silencieux. Certains pays commencent à réagir timidement. Des restrictions sont évoquées. Des mises en garde apparaissent. Mais rien n'est encore coordonné. Chaque décision est lente, fragmentée, incomplète. Et cette lenteur permet au drame de s'étendre. Ce qui frappe dans cette période, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'hésitation, le refus de trancher, la peur de se tromper publiquement. Car reconnaître un danger signifierait admettre que l'on a laissé faire trop longtemps. À ce stade, le scandale n'est plus un risque futur. Il est déjà en cours. Chaque jour d'attente ajoute de nouvelles victimes. Chaque silence prolonge la souffrance. Et plus le temps passe, plus la question change. Ce n'est plus « est-ce que le médicament est dangereux ?» mais « pourquoi a-t-on attendu si longtemps ?» À ce stade, la situation ne peut plus rester discrète. Les malformations ne sont plus des cas rares. Elles deviennent visibles, trop visibles pour être expliquées par le hasard. Les hôpitaux voient arriver des familles désemparées. Les médecins, eux, n'ont plus de doute intérieur. Le lien est là, clair, évident. Pourtant, la réaction reste lente. Trop lente. Les autorités hésitent encore à agir publiquement. Elles craignent l'effet d'annonce. La peur d'alarmer la population. La peur d'admettre une faute. Car reconnaître le danger signifierait reconnaître que l'on a laissé faire. Longtemps. Dans certains pays, des décisions sont enfin prises. Le médicament est retiré. Ailleurs, il continue d'être prescrit. L'absence de coordination crée une situation absurde. Une femme est protégée dans un pays, exposée dans un autre. Le drame devient inégal, mais tout aussi réel. Les laboratoires, de leur côté, adoptent un discours prudent. Ils parlent d'incertitude, de données incomplètes. Ils rappellent que la responsabilité est partagée. Cette parole rassurante sert surtout à gagner du temps. Et ce temps se paie en vies brisées. Lorsque l'interdiction devient inévitable, elle arrive trop tard pour des milliers de familles. Les enfants sont nés, les conséquences sont irréversibles. Les parents cherchent des réponses. Ils demandent comment cela a été possible, pourquoi personne n'a agi plus tôt. La confiance s'effondre, ce qui devait protéger a blessé, ce qui devait rassurer a détruit. Le scandale sort enfin de l'ombre. Mais il n'est plus possible de le contenir. Les médias s'en emparent, l'opinion publique découvre l'ampleur du désastre. À ce moment-là, la question n'est plus scientifique, elle devient morale. Qui savait? Quand? Et pourquoi a-t-on attendu? Car les avertissements existaient, les doutes aussi. Ce qui a manqué, ce n'est pas l'information, c'est le courage d'interrompre un système déjà lancé. Le drame n'est donc pas seulement celui d'un médicament, il est celui d'une lenteur organisée, d'une responsabilité diluée, d'une peur collective d'assumer l'erreur. À partir de là, plus rien ne peut être effacé. Le scandale est désormais public, et les conséquences définitives. Une fois le scandale rendu public, une autre phase commence, plus silencieuse, plus lente, celle des responsabilités. Les familles veulent comprendre. Elles cherchent des réponses simples à une question qui ne l'est pas. Comment un médicament prescrit à des femmes enceintes a-t-il pu provoquer autant de dégâts sans être arrêté plus tôt?
Les enquêtes s'ouvrent, les commissions se réunissent, les témoignages s'accumulent. Mais très vite, un constat s'impose. Les responsabilités sont dispersées, chacun renvoie à l'autre. Les laboratoires parlent d'autorisation légale. Les autorités évoquent l'état des connaissances de l'époque. Les médecins rappellent qu'ils ont fait confiance aux informations officielles. Cette dispersion protège le système. Elle dilue la faute. Elle transforme une chaîne de décisions humaines en une suite d'erreurs abstraites. Personne n'est clairement désigné. Personne ne porte pleinement le poids du drame. Et pour les familles, cette absence de réponse est une seconde blessure. Dans certains pays, des procédures judiciaires sont engagées. Des indemnisations sont proposées. Mais elles arrivent tard. Et elles ne réparent rien. Elles ne rendent pas les enfants valides. Elles n'effacent pas les années de souffrance. Elles servent surtout à clore les dossiers. Ce qui frappe, c'est la manière dont le récit officiel se transforme. On ne parle plus de choix. On parle de contexte. On ne parle plus d'alertes ignorées. On parle de complexité. Le scandale est progressivement enfermé dans le passé, comme s'il appartenait à une autre époque, à un autre monde. Pourtant, les mécanismes sont toujours là. La confiance excessive, la lenteur des décisions, la peur d'admettre une erreur publique. Rien n'a réellement disparu. Seuls les visages ont changé. Pour les familles concernées, le temps ne passe pas de la même manière. Chaque jour rappelle ce qui aurait pu être évité. Chaque regard posé sur un enfant rappelle que le drame n'est pas abstrait. Il est concret, permanent, inscrit dans les corps et dans les vies. À ce stade, le scandale n'est plus seulement médical ou administratif. Il devient un avertissement, un rappel brutal de ce qui se produit lorsque les signaux sont minimisés, lorsque l'attente est privilégiée à la protection, lorsque le doute n'entraîne pas d'action. L'histoire de ce médicament ne s'arrête donc pas avec son retrait. Elle continue dans la manière dont les institutions se protègent et dans la difficulté collective à tirer des leçons réelles. Le plus troublant n'est pas ce qui s'est produit, c'est ce qui pourrait se reproduire. Avec le recul, l'affaire thalidomide n'est pas seulement une tragédie médicale, elle devient un révélateur. Un révélateur de la manière dont les systèmes réagissent face au doute, de la façon dont la peur d'admettre une erreur peut peser plus lourd que la protection des plus vulnérables. Car dans cette histoire, les signaux n'étaient pas invisibles, ils étaient faibles au début, puis de plus en plus clairs. Ce qui a manqué, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la compétence, c'est la capacité à interrompre un mécanisme déjà lancé, à dire stop, même sans certitude absolue. Le scandale thalidomide montre comment la responsabilité peut se dissoudre dans la lenteur, comment chacun peut se réfugier derrière des procédures, des délais, des cadres existants, et comment cette attente, présentée comme prudente, peut devenir destructrice. Ce drame a profondément modifié les règles. Les essais cliniques ont été renforcés, les contrôles sont devenus plus stricts. La vigilance a augmenté, mais ces changements ont été arrachés au prix de milliers de vies bouleversées. Ils n'ont pas été anticipés, ils ont été imposés par la catastrophe. Pour les familles concernées, il n'y a pas de conclusion nette, pas de véritable réparation. Le temps n'efface pas les conséquences. Il apprend seulement à vivre avec. Et cette réalité rappelle que derrière chaque scandale, il y a des existences réelles, loin des débats administratifs. L'affaire thalidomide pose alors une question plus large. Que fait-on lorsqu'un doute sérieux apparaît ? Attend-on d'être certain ou agit-on pour éviter l'irréversible ? Cette question traverse l'histoire. Elle dépasse largement ce médicament. Elle concerne tous les domaines où la décision tarde par peur de se tromper. Ce qui rend ce scandale si marquant, c'est qu'il n'est pas unique. Il s'inscrit dans une longue liste de drames où l'alerte existe, mais où l'action arrive trop tard. Il nous rappelle que la vraie responsabilité commence avant la certitude totale. L'histoire ne juge pas seulement les actes. Elle juge aussi les délais, les hésitations, les silences. Et parfois, ce sont ces silences qui coûtent le plus cher. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres scandales historiques et Pouillot qui ont changé le cours du monde.